Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour assister à ces 2 journées dédiées au scénario, qu'on est très heureuse d'ouvrir avec cette table ronde sur l'entrée dans le métier. Alors voilà, poser la question de comment on débute dans un métier, c'est en premier lieu s'interroger sur ce qu'il constitue. Donc qu'est-ce que c'est écrire pour le cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? À partir de quel moment on peut se dire scénariste et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui le rester? Voilà, c'est à la fois une question d'ordre pratique et économique, c'est-à-dire comment gagner sa vie, mais c'est aussi une question de reconnaissance et de légitimité. Donc voilà, est-ce que on peut aujourd'hui encore se projeter, s'imaginer et se rêver scénariste? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'idée de cette table ronde, c'est évidemment pas de vous proposer un programme ou un guide. Il n'y aura pas de bonnes recettes ou de formules magiques, ni de success story. Mais notre idée, c'est plutôt d'essayer de vous proposer un dialogue donc, entre 2 scénaristes, Fanny Burdino et Maya Affar, une productrice, Garance Boulet, et une agente, Catherine Winkelmüller, pour essayer de comprendre ce qui se joue dans ces premiers moments d'un chemin vers l'écriture de scénario. Voilà. Je laisse la parole à Violette Garcia pour la présentation des invités. Oui, alors nous avons proposé à Fanny et à Maya d'intervenir parce qu'on trouvait qu'elles étaient à un point tout à fait intéressant et charnière dans leur parcours. Pour y revenir en quelques mots, Maya Affar, tu es scénariste depuis 2013, tu as coécrit des documentaires mais aussi des longs métrages de fiction et tu écris également des projets de séries. Tu as notamment travaillé à la 2e saison de En thérapie. Et Fanny, tu es scénariste depuis 2007 et tu travailles sur des collaborations au long cours en long métrage de fiction avec des réalisateurs comme Cédric Kahn par exemple ou Joachim Lafosse, et tu as également travaillé à des projets de séries et notamment en collaboration avec Samuel Doux pour une plateforme. Garance Boulet, tu travailles chez The Film et The Film TV, à la fois en tant que productrice associée, mais aussi que chargée de développement. Et ce qui est intéressant pour notre discussion aujourd'hui, c'est que tu travailles à la fois sur des projets de cinéma, notamment le prochain long-métrage de Julie Delpy, mais également sur des projets de séries. Donc c'est aussi intéressant pour nous que tu aies ce double regard. Et Catherine Winkelmüller, tu es agente et tu as fondé ton agence au début des années 90 et tu représentes... 92. En 92, début des années 90, 92 précisément. Bon anniversaire d'ailleurs, puisque... Voilà. Et tu représentes des scénaristes, des réalisateurs, des auteurs de cinéma, principalement de cinéma d'auteurs indépendants, mais pas seulement, mais également aussi des auteurs pour la série et notamment la télévision et les plateformes. Peut-être pour commencer, une première question qui s'adresserait à vous, Fanny et Maya. Je vous laisse répondre dans l'ordre que vous voulez. On se demandait peut-être d'où vous est venu ce désir à la fois d'écrire pour le cinéma et comment il s'est concrétisé au début, ce désir d'écriture pour le cinéma, et comment vous y êtes venu professionnellement. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en premier pour vous? Non, j'y vais, c'est parti. Alors moi, je crois que j'ai formulé très jeune le désir d'écrire des films. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place pour des questions qui sont partagées par beaucoup de jeunes auteurs, je pense, enfin de jeunes aspirants auteurs, c'est-à-dire des questions de légitimité. J'ai fait un long détour, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec le cinéma au départ. J'ai commencé par travailler dans la production. J'ai travaillé pendant presque 10 ans, pendant 9 ans en production de documentaires, de courts-métrages. Et comment ça s'est concrétisé? Pendant tout ce temps, évidemment, j'écrivais déjà un petit peu pour moi-même, mais j'avais du mal à accepter d'être lu. Voilà. Et en fait, le
passage vraiment à une forme de professionnalisation, c'est passé par un choix de formation, en l'occurrence l'atelier scénario à la FEMIS, qui est une formation d'1 an, une formation continue au cours de laquelle on n'apprend pas véritablement à être scénariste. Enfin, ça, c'est peut-être quelque chose dont on pourra parler. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à être scénariste? Mais voilà, c'est une formation d'1 an pendant laquelle on écrit un long métrage, donc dans une configuration d'atelier. Donc, on se heurte à toutes les difficultés qui sont liées à l'écriture d'un long métrage, depuis un synopsis de quelques lignes à une V2 ou une V3 de continuité dialoguée. Donc c'est très formateur, parce que évidemment le scénario, ça s'apprend vraiment en le faisant, en écrivant. Et en fait, c'est suite à cette formation que j'ai commencé à écrire d'abord des projets personnels, et puis j'ai commencé à être sollicitée comme co-auteur ou collaboratrice, consultante, et c'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie en tant que scénariste. Moi, mon parcours ressemble un peu au tien, sauf que moi, je ne me suis pas du tout autorisée l'écriture pendant très longtemps. Et c'est... en fait, c'est mon parcours est... scindé entre des choix conscients et des rencontres qui ont un peu déterminé là où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, s'autoriser à écrire, ça a été très long. Et moi aussi, j'ai fait tout un détour, j'ai fait plein d'études. Je suis passée par le documentaire aussi. J'ai travaillé dans une société de production de films, les Films d'ici, et qui a certainement aiguisé aussi un regard sur l'écriture après, enfin, je m'en rends compte aujourd'hui. Et j'ai décidé aussi à un moment donné, portée par la psychanalyse et une rencontre amoureuse avec Samuel Doux, qui partage ma vie aujourd'hui, avec qui j'écris beaucoup. Je me suis enfin autorisée l'écriture de cinéma, mais c'était très compliqué. Mais on peut y arriver. Et j'ai fait donc l'atelier scénario aussi de la FEMIS. Et ça a été à la fois assez déterminant pour m'autoriser à quitter les Films d'ici et à me dire que je pouvais écrire. Mais le parcours à ce moment-là a été encore un peu long. Je ne sais pas si je peux continuer parce que tu t'es arrêté toi à l'atelier scénario, mais moi ça a été encore un peu compliqué d'en vivre, puisque c'est aussi la question de vivre de son écriture. Et pendant un petit moment, j'ai écrit des documentaires pour Arte, puisque aussi je venais de là. On a écrit un long métrage avec Samuel qu'on a proposé à plusieurs maisons de production. Enfin, on était dans une sorte de... On produisait beaucoup de textes qu'on essayait de faire valoir auprès de producteurs. Et puis, il y a eu des rencontres à ce moment-là qui ont un peu changé la donne. Et à un moment donné, je me suis dit, peut-être j'arriverai pas à en vivre du scénario. Et donc, j'ai décidé d'enseigner. Donc, je suis devenue chargée de cours à l'université. Et le directeur du département m'a dit, mais tu devrais faire une thèse, et comme ça, après, une fois que tu auras ta thèse, tu pourras avoir un poste pérenne. Donc, j'ai un doctorat aujourd'hui que j'ai fait assez tardivement aussi, mais qui m'a aussi beaucoup portée. Et à l'université, j'ai fait une première rencontre j'ai rencontré Mazarine Pinjot, qui était prof aussi à Paris 8. Et on a eu un coup de foudre amical, et on a commencé à donner des cours toutes les deux, et aussi à se dire qu'on pouvait écrire ensemble, et toutes les deux, mais aussi avec Samuel, donc Samuel Doux. Donc on était aussi tous les trois à essayer de porter des projets. Et puis elle a été contactée par Joachim Lafosse, qui s'intéressait à un de ses livres. Et là, j'ai fait... Mazarine m'a demandé d'écrire avec elle ce projet. Et là, j'ai fait une rencontre qui a été vraiment un coup de foudre amical, professionnel. C'est Sylvie Piala, qui est une productrice qui interviendra cet après-midi. Et voilà. Et Sylvie, en fait, a complètement légitimé, puisque c'est une question et la reconnaissance et la légitimité quand on vient pas du tout. Moi, je suis pas du tout parisienne. Enfin, donc
je connaissais personne dans le milieu du cinéma, si ce n'est que j'étais très cinéphile et portée par un désir quand même d'appartenir peut-être un jour à ce monde-là. Mais Sylvie a eu comme ça le pouvoir de me voir, je crois. Et ça a rendu les choses possibles. Et je pense que sans elle, le parcours aurait été assez différent. Je lui ai fait une déclaration d'amour. Hein. Elle l'aura tout à l'heure. Peut-être que vous pouvez nous parler aussi du texte que vous avez produit de manière concrète à la sortie de l'atelier scénario de la Fémis. En quoi ça vous a été utile en fait pour déclencher quelque chose peut-être au début de votre carrière? Est-ce que ça a été un outil pour toi Fanny et pour toi Maya pour faire valoir votre travail? Et du coup je me tourne aussi vers productrices et agentes. Est-ce que ces textes-là vous sont transmis, envoyés? Est-ce qu'ils vous servent pour pouvoir vous dire que vous avez envie de travailler avec un scénariste? Est-ce qu'ils vous servent pour essayer de créer, d'insérer un scénariste ou de lui trouver du travail, ou pour le voir aussi tout simplement? Voilà. Moi, je trouve que ces textes sont hyper utiles. Alors évidemment pour ceux de l'atelier du scénario, mais je vais même parler de manière plus globale pour tous les dispositifs qui existent soit au sein des écoles, des formations ou du CNC d'ailleurs, qui en propose également, je pense plutôt du côté de la série, ce qu'on appelle le FAIA, qui sont en fait des dispositifs où les auteurs peuvent déposer seuls, sans producteur, des projets qui sont des projets... pour moi, qui sont du coup vraiment personnels. Et donc, en tant que productrice et en tant que directrice du développement, j'aime ces projets pour justement rencontrer des auteurs. Et pour moi, découvrir des jeunes auteurs, enfin jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas que je ne connais pas déjà et dont je ne connais pas le travail, c'est finalement presque au-delà d'une question de marché, de faisabilité de ces projets. Moi, c'est une sorte de carte de visite d'un auteur pour découvrir un univers et avoir envie de le rencontrer. Et après, soit il y a un coup de cœur sur ce projet et du coup, l'envie de l'accompagner, de le faire avec lui ou avec elle et de partir dessus. Ou parfois, ce n'est pas possible sur ce projet-là parce que soit dans la société dans laquelle je travaille, on a déjà trop de choses, donc on n'a pas l'espace. Parce que nous, on a une manière de fonctionner qui se veut... un peu artisanal, donc on essaye de ne pas prendre trop de projets pour bien accompagner les projets qu'on accompagne. Mais c'est une première rencontre avec un auteur pour être une base de discussion, pour comprendre des choses, des thématiques qu'il ou qu'elle aime, la manière dont elle écrit, et penser sur d'autres projets qu'on fait déjà, si cette personne pourrait être associée à un ou une autre auteur pour quelqu'un qui cherche un co-scénariste, une consultation ou autre chose, ou pour un projet futur qui peut se faire. Donc pour moi, c'est vraiment des dispositifs qui sont très utiles pour ça et hyper riches pour rencontrer des nouveaux auteurs, rencontrer des univers et pouvoir parler concrètement. Et du coup, qui sont hyper riches dans l'autre sens, à mon sens, pour les auteurs. Enfin, moi, je ne pourrais que pousser les auteurs qui y participent à vraiment se servir de ces dispositifs pour être le plus singulier possible et le plus... proche de votre univers ou de ce que vous avez envie de raconter, parce que ça va vous servir de carte de visite pour ça. Je vais un peu plagier, ce qui n'est pas très joli, Garance. Pour moi, de toute façon, le texte est essentiel. C'est ma première base de travail. C'est-à-dire que sans texte, le film n'existe pas. C'est vraiment quelque chose de totalement débile un peu à dire. Donc, je m'appuie sur le texte pour rencontrer les gens. C'est-à-dire que soit les textes, effectivement, sont déposés au Fonds d'aide à l'innovation, on est particulièrement attentif à tous les dispositifs d'aide du CNC ou les écoles. C'est-à-dire que moi, j'ai été amenée à être jury de fin d'études. Ça m'a permis de rencontrer des gens. Et la rencontre est absolument, avec le texte, essentielle. C'est-à-dire que je lis avant de rencontrer. Je ne rencontre jamais avant d'avoir lu. Parce que lors des rendez-vous, tout le monde est charmant. Tout le monde séduit, quoi. Donc, c'est pas un problème, je suis séduite. Elle est formidablement sympathique, elle est intelligente, elle est brillante. Mais moi, ce qui me détermine, c'est le texte. C'est le texte, d'ailleurs, que je vais défendre auprès des producteurs. C'est le texte, effectivement, qui va me permettre d'accueillir quelqu'un ou de ne pas l'accueillir. C'est-à-dire que chaque agent est différent, chaque agent fait des choix. Les miens sont totalement subjectifs et j'assume ma subjectivité.
Ce qu'on entend dans ce que vous avez toutes évoqué, c'est qu'il y a effectivement cette idée qu'on est scénariste en écrivant des scénarios, du coup, mais que c'est un travail, en fait, qui s'apprend aussi d'une certaine façon, un métier sur le tas, entre guillemets, mais du coup, on arrive à ce peut-être premier point de friction, c'est-à-dire qu'avant qu'un scénario suscite une rencontre possible, ou en tout cas suscite éventuellement ensuite un projet qui deviendrait peut-être un film, il faut l'écrire. Du coup, ce moment, il faut pouvoir dégager un temps, un espace et un temps pour pouvoir écrire ces premiers scénarios d'une certaine façon, à la fois se faire la main ou avoir ce qu'on a pu appeler une carte de visite, entre guillemets. Donc je me retourne à nouveau vers Maya et Fanny. J'ai bien saisi que l'atelier scénario avait pu permettre comme ça d'être un déclencheur d'une certaine façon. Alors est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu, comme un déclencheur peut-être professionnel de rencontre ou pas seulement? Ou est-ce que ça s'est fait autrement? En tout cas, comment vous l'avez vécu ce moment-là? Alors, déclencheur, je suis peut-être allée un petit peu vite tout à l'heure. Le déclencheur, c'est surtout en termes de confiance en soi, je pense. C'est-à-dire d'accepter voilà, qu'on peut faire lire ces textes et se présenter comme potentielle co-autrice ou autrice-co-autrice. C'est pas aussi simple que ce que j'ai formulé tout à l'heure. À la sortie de l'atelier scénario, j'étais devenue scénariste et je pouvais gagner ma vie en tant que scénariste. Pas du tout, pas du tout. Évidemment, il faut quand même quelques années avant que ça se mette en place. Et pour répondre à ta question à vos questions sur à la fois le scénario qui sort de l'atelier et la question de la carte de visite. Oui, moi personnellement, le scénario que j'ai écrit à l'atelier, il m'a servi un peu de carte de visite parce que c'est un projet qui a été soutenu par des dispositifs d'aide à l'écriture, par le CNC, par l'association Beaumarchais SACD, qui a été sélectionné dans un atelier au Canada, l'atelier Grand Nord. Donc, pour ces raisons-là, forcément, mon projet a été pas mal lu par d'autres professionnels. Et voilà, ça a clairement fait un petit peu levier. Enfin, c'était plus facile après de rencontrer des gens grâce à ce projet-là. Le projet ne s'est pas fait pour des raisons tout à fait personnelles. Enfin, j'ai repoussé le moment de le faire. Et voilà, pour l'instant, il est dans un tiroir. Peut-être que je le ressortirai un jour, mais pour l'instant, il n'est pas tout près d'exister. Mais ça a été, oui, une carte de visite au départ. Moi aussi, c'était une carte de visite. Et alors à l'époque, parce que moi je l'ai fait en 2006, l'atelier, donc peut-être ça a un peu changé aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à l'atelier, passent aussi des jeunes auteurs qui sont réalisateurs. Moi, en tous les cas, quand j'ai écrit mon scénario, et encore aujourd'hui, puisque je ne suis pas encore réalisatrice, c'était vraiment que écrire un film pour le cinéma et qu'après, je ne réaliserai pas. Et donc ça, c'est vraiment un point un peu particulier parce que en France, je trouve que c'est assez compliqué en fait, d'écrire un projet et que un réalisateur s'en empare. Après coup, ça existe, hein, mais c'est quand même pas la majorité des cas. Et donc pour moi, c'était vraiment montrer une sorte d'univers, comment j'écrivais, mais il n'a jamais vraiment été question après. En tous les cas, moi, j'avais pas du tout envie de le réaliser, mais c'était aussi un peu compliqué vu que c'était aussi mon premier texte, que je puisse le donner à quelqu'un. On a essayé, mais ça s'est vite. Ça s'est pas fait, mais voilà, c'était vraiment pour donner à voir quelque chose. Donc ça rejoint ce que disait Catherine sur donner à voir ce qu'on écrit, son univers, sa singularité. Mais peut-être on peut rebondir aussi sur. Qu'est-ce que c'est qu'écrire, être seulement scénariste ou être autrice et réalisatrice ou auteur-réalisateur, quoi. Que tu es toi, tu réalises aussi. Oui. Oui. Enfin, oui, j'ai des projets de réalisation et j'essaye d'articuler ces deux activités. Mais effectivement, c'est pas la même chose. Ouais. Et surtout, on entend aussi qu'il y a deux
deux volets du scénariste, c'est-à-dire le scénariste seul confronté à son texte, qui est bon, quand même plutôt minoritaire en fait. Enfin, les films ne se font pas forcément, donc on donne pas forcément son temps pour écrire un projet qu'on souhaite pas réaliser. Mais du coup, il y a ce volet l'écriture seule et la collaboration au scénario avec un réalisateur ou une réalisatrice. Du coup, est-ce que vous faites une différence entre ces deux écritures, donc écrire seul et écrire à deux ou à plusieurs, et est-ce que l'une des deux pratiques, d'une certaine manière, vous a fait vous sentir plus légitime comme scénariste? Est-ce que vous êtes senti légitime une fois que vous aviez collaboré avec quelqu'un d'autre, ou est-ce que ça s'est fait plus tôt, dans cette période post-atelier scénario, par exemple? En fait, oui, la légitimité, elle vient, j'ai l'impression, petit à petit. Moi, comme je le disais, ça a été vraiment, je pense, et des rencontres, donc et Mazarine et Sylvie Piala, qui ont été quand même déterminantes. Moi, ma thèse, écrire une thèse, ça a été aussi une façon d'être légitime, parce que j'ai décidé de faire ma thèse sur Bergman et sur Fanny Alexandre, et je me suis dit, si je fais une thèse sur un chef-d'œuvre, peut-être je comprendrai comment on écrit un chef-d'œuvre, et peut-être un jour j'en écrirai un. Mais c'est vrai que, et après de rencontrer des réalisateurs, alors j'ai collaboré à des écritures avec La Fosse, Cédric Kahn, Laurent Cantet, là récemment Desplechin, donc c'est aussi des enfin c'est des hommes qui ont fait beaucoup de films, donc c'est sûr qu'on continue d'apprendre. Moi, je ne cesse d'apprendre en fait. Je pense que c'est ça qui fait que on peut tenir aussi dans ce métier. Enfin, c'est d'être toujours dans l'idée qu'on s'enrichit, qu'on n'est jamais certain, ce qui peut être aussi un peu déstabilisant parfois, mais certain de ses idées, il faut quand même avoir ses convictions, mais voilà, apprendre aussi à se remettre en question ou à entendre et continuer d'être riche des rencontres et des films qu'on peut voir par ailleurs ou qu'on continue d'écrire. Et aussi sur la collaboration, moi je suis à un endroit aussi un peu particulier, c'est que j'écris seule avec des réalisateurs, donc, puisque moi je réalise pas. Donc parfois c'est seul avec un réalisateur, mais souvent je collabore avec des co-auteurs. Donc parfois, au début, on était 3. Maintenant, on est souvent 2, donc avec Samuel Doux. Et moi, c'est un endroit que j'adore, en fait. Déjà, de ne pas être toute seule à écrire. Je trouve que c'est quand même... parfois, c'est un travail très solitaire, quoi. Donc, si on est 2, on est aussi dans l'échange. On est aussi un peu plus efficace. Et c'est une sorte de on continue d'élaborer autour de l'écriture et ça, ça devient aussi quelque chose qui est aussi dans une sorte de richesse et on continue d'apprendre aussi avec l'autre. C'est le premier lecteur et son co-auteur, donc ça c'est aussi assez intéressant. Moi je pousse, je ne sais pas s'il y a des jeunes scénaristes dans la salle ou comment on dit, des entrants à pouvoir collaborer avec des co-scénaristes. Et j'écoutais un podcast sur la Bourse de commerce sur le tandem Philippe Parreno et Pierre Huyghe et voilà, qui ont fait des œuvres ensemble. Et je me disais, en fait, je sais pas, on l'entend vachement sur l'art contemporain, les architectes aussi, ils peuvent travailler à 2. Et au scénario, moi en tous les cas, on est un peu couple de scénaristes avec Samuel. Donc parfois ça crée un peu un trouble, mais je trouve qu'au contraire, c'est super vivifiant, quoi. Parce qu'il y a déjà une altérité avec le réalisateur et qu'il y a une tendance aussi à la fusion. Exactement. Donc forcément, d'être un couple, ça défusionne un petit peu. La triangulation, elle est super intéressante, quoi. Donc ça, en trio, c'est pas mal aussi. Je dis pas que ça peut être tout le temps comme ça, mais c'est pas mal. Oui, je rejoins beaucoup de choses de ce que tu as raconté. Pour répondre à la question, écrire seul, écrire à 2, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Et
Et quand on fait une formation comme l'atelier scénario, par exemple, on écrit seul. Enfin, on écrit dans une configuration d'atelier, mais on écrit seul. On n'apprend pas nécessairement à ce que c'est que la coécriture, c'est-à-dire se mettre au service d'un réalisateur, de sa vision, tout en essayant quand même de garder sa personnalité, ses idées, ses intuitions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai appris un peu plus tard, puisque j'ai commencé par écrire des projets personnels. Et mes premières tentatives de collaboration en coécriture avec d'autres réalisateurs n'ont pas fonctionné pour moi, n'ont pas fonctionné au départ parce que je n'arrivais pas justement à trouver cette place-là. Et ça a mis du temps à se mettre en place et c'est vraiment par le biais de rencontres que j'ai vraiment commencé à prendre du plaisir à être à cet endroit-là. Et aujourd'hui, ça m'est très précieux parce que justement, ça nourrit aussi mes écritures personnelles, enfin, voilà, d'entretenir un dialogue avec des cinéastes. Et voilà, c'est deux activités qui sont très complémentaires aujourd'hui pour moi, deux manières d'écrire qui sont complémentaires. Oui, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, il y a le texte qui est très important, Catherine le soulignait tout à l'heure, mais il y a aussi comment, la question de la distance, de la place qu'on donne à l'autre, la place dans laquelle on se met dans une coécriture, et c'est parfois difficile à trouver, en fait. C'est presque aussi difficile que d'écrire. Donc, en fait, peut-être que vous pouvez aussi nous parler de cet aspect-là, parce que j'ai l'impression qu'il faut savoir écrire, mais aussi il faut savoir écouter, entendre l'autre, parfois le remettre à la distance où il doit se situer. Enfin, voilà, peut-être qu'on peut un petit peu en parler. Ça dépend déjà si on travaille avec des réalisateurs qui sont auteurs eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont déjà aussi une conscience voilà, du récit, de la construction d'un récit. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Pardon. Disons que c'est une autre aptitude que celle d'écrire. Parce qu'on peut savoir écrire et pas forcément être un très bon collaborateur à l'écriture pour un réalisateur. Donc, et par ailleurs, on ne l'est pas pour tous. Exactement. Voilà. Mais voilà, comment vous avez appréhendé cet aspect-là de l'écriture? Du coup, je ne sais pas moi, pour parler des premières collaborations, est-ce que vous avez été surprise parce que ça vous a raconté de ce qu'était l'écriture pour le cinéma, en fait? Parce qu'il y a ce volet-là qui est à prendre forcément en compte, puisque... Oui, complètement. Moi, je peux donner un exemple précis. Un long métrage que j'ai coécrit récemment, où je n'étais pas du tout au clavier, en fait. Je n'écrivais pas le texte, je n'écrivais pas les dialogues. Je travaillais avec une réalisatrice qui avait un univers très fort et un sens du dialogue voilà, très singulier, et qui ne cherchait pas quelqu'un pour écrire le texte, qui cherchait en fait quelqu'un pour dialoguer et pour co-créer un récit avec elle. Et ça a été une expérience passionnante. C'était totalement inédit pour moi, parce que justement, moi, j'étais vraiment habituée à écrire. Enfin, c'était ce que je pensais savoir faire. Et c'était vraiment très enrichissant de découvrir une autre manière de coécrire, en fait, qui ne passe pas, pour moi en tout cas, par le texte. Oui, c'est très juste. En fait, tout dépend des réalisateurs ou réalisatrices avec qui on travaille. C'est très différent d'un projet à l'autre. Il y a des cinéastes qui n'écrivent pas une ligne. Il y en a d'autres qui écrivent tout. Donc, en fait, il y en a qui sont pas du tout bons en structure, d'autres qui sont pas à l'aise avec les dialogues. Donc, en fait, on intervient aussi avec la personne qu'on rencontre. Et dans ce que tu dis, Maya, moi, en fait, comme on est deux aussi, Samuel est beaucoup au clavier. Et moi, mais c'est une place que j'aime beaucoup aussi, un peu plus en supervision presque, un peu en psychanalyste du récit, où en fait il y a des films où je ne peux ne rien écrire, mais où j'écoute, où je rebondis, enfin voilà, il y a où l'écriture se fait aussi de façon invisible. Donc c'est assez passionnant aussi, cette place-là, moi, que j'adore, parce qu'elle est un peu totale aussi. Enfin, il y a un côté
très inconscient et qui permet d'intervenir. Enfin, c'est assez passionnant, quoi. Mais parfois, je suis complètement clavier quand je suis aussi seule avec un réalisateur ou une réalisatrice. Je me rends compte que je travaille plus avec des hommes, mais bon, c'est comme ça. Et ça, c'est très... Enfin, ça dépend, en fait. Donc, tout est possible, quoi. Pour rebondir sur ce que vous dites, on entend bien qu'il y a à chaque fois presque une méthode à trouver, un espace et une façon de faire, en fait, qui peut être différente à la fois selon chaque projet, mais aussi selon la personne avec qui, ou les personnes qu'on a en face avec qui on écrit. Et là-dedans, pour élargir un petit peu le cercle, c'est aussi un travail qui se fait en triangulation aussi avec les producteurs et qui est accompagné ou suscité généralement aussi par les agents. Donc j'aurais aimé avoir votre sentiment là-dessus, Garance, et puis Catherine, après, peut-être comment on peut comme ça former entre guillemets des équipes, si tant est que ça soit une équipe ou un tandem ou un couple, ou comme vous l'entendez. C'est dur de former un couple. Hein. C'est un truc que déjà dans la vie, on n'y arrive pas, donc, ou relativement rarement, mais à partir du moment où un scénariste ou une scénariste vient avec un texte ou même un embryon de texte, quelques pages, le projet commun de l'agent et du scénariste ou de la scénariste est de donner envie, de communiquer l'envie du film. Parce qu'on parle de film, on parle de véritablement des racines d'un film. Donc, là, ça se noue un dialogue généralement, enfin, je vous dis, je parle de mon point de vue, d'agent assez particulier, se noue un dialogue avec la scénariste ou le scénariste par rapport à cette envie, une réflexion sur les possibilités de producteurs que l'on peut approcher, parce qu'il y a des gens... chaque projet est différent. En fait, il n'y a pas d'itinéraire, il n'y a pas de schéma d'avancée dans le métier. C'est une rencontre entre un projet, un scénariste, un agent, une scénariste, un producteur, une productrice. Quand Fanny parlait de Sylvie Piala, Sylvie Piala, c'est un contre-exemple absolu dans le cinéma français, on va dire, hein. C'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Mais il y a des gens comme ça qui vous donnent envie de faire ce métier et vers lesquels on va quand on a un projet auteur, entre guillemets. Mais tous les projets sont des projets auteurs. Enfin, il n'y a pas des projets qui sont... mis à part si vous avez décidé d'écrire une comédie mainstream, et là, vous n'irez pas voir Sylvie Piala. Tous les projets sont des projets d'auteur. Enfin, vous avez mis votre talent, votre temps, votre énergie, et tout ça fait que ça fait quelque chose qui existe et que l'agent en face de vous et la productrice ou le producteur vont accompagner. Alors, ça passe par des dialogues, ça passe par des rencontres, et je ne saurais trop insister sur le fait que pour des scénaristes débutants, entrants, quel que soit le terme qu'on utilise, il faut rencontrer les gens. C'est-à-dire que les rencontres, même si elles ne donnent rien dans un premier temps, vont permettre d'avoir un effet de capillarité et de vous entraîner dans d'autres chemins. Les chemins sont divers et il y a toujours un moment où les choix se posent en fonction des chemins. Voilà. Ouais, pour compléter, moi, du point de vue producteur, c'est vrai que et surtout en tant que directrice du développement, une grosse partie de mon travail, c'est en fonction des projets et des auteurs que j'ai en face de moi, de bien comprendre quel est le projet de l'auteur, le film qu'il ou qu'elle a envie de faire, et si besoin, comprendre qu'est-ce qu'il ou elle va aller chercher chez un co-auteur, co-autrice, consultant, enfin peu importe quels sont les... Mais c'est de bien comprendre quelle est l'envie de l'auteur, quels sont ses besoins,
comprendre son univers et donc, comme je le disais avant, pour moi, de connaître et de rencontrer pas mal d'auteurs par ailleurs pour pouvoir essayer de former les bonnes équipes. Après, c'est toujours un pari. Ça se fait beaucoup, du coup, dans la discussion avec les auteurs, aussi bien celui ou celle qu'on accompagne, mais aussi ceux en face que je rencontre pour comprendre si ça pourrait marcher, à quel endroit, quels sont les sujets qui les intéressent, quelles sont les forces de chacun qui peuvent se compléter, parce que je vais le dire très schématiquement, mais voilà, quelqu'un qui va être hyper fort en structure, mais qui va avoir besoin d'être sur les dialogues, bon, c'est autre chose, et on va chercher, fonction de chez chacun, des complémentarités. Mais après, ça reste toujours très théorique, c'est-à-dire qu'il y a cette partie-là sur les compétences présupposées, en plus de chacun, et puis ensuite, il y a une rencontre humaine qui doit se faire, qui doit coller entre les 2 ou plus partenaires qui vont travailler ensemble. Et si ça se passe, donc ça reste toujours un pari. Ça se fait aussi beaucoup avec les agents, puisque évidemment, en tant que producteur ou productrice, on ne connaît pas tout le monde. Donc on se sert aussi de la connaissance que les agents peuvent avoir de leur talent avec une relation qui est là depuis plus longtemps, qui peut aussi aider les agents à bien comprendre quels sont nos besoins de producteurs sur un projet en tant que tel, pour essayer de faire des rencontres et faire en sorte que ça marche ensuite. Mais ça, après, c'est le développement, l'écriture reste un processus mouvant et ça reste des paris, c'est pas toujours gagné, c'est super quand ça fonctionne et parfois il faut essayer et puis il faut changer s'il y a besoin. Mais voilà, ça passe avant tout, je pense, par identifier les besoins, trouver le ou les bonnes personnes, faire des rencontres et voir si ça prend et continuer ensuite. Mais alors, peut-être qu'on peut essayer de se poser la question des difficultés. C'est-à-dire, quelles sont, par exemple, les difficultés que rencontrent les scénaristes, Catherine, les scénaristes débutants en l'occurrence, quelles sont les choses qui reviennent, qui sont faciles ou difficiles à prendre en charge pour vous? Voilà. Qu'est-ce qui revient fréquemment? Qu'est-ce que c'est le question piège. Question piège. Voilà. Et je vais vous demander aussi quelles ont été les vôtres et les plus angoissantes, les plus... Voilà. Question piège. En fait, l'agent n'est pas le maître des horloges. Il y a des gens très connus pour faire ça. Il y a le temps. Le temps est quelque chose qui pèse de façon très particulière sur les scénaristes. Surtout si ils n'ont pas l'habitude effectivement d'aller au-devant de rencontres. Plus spécifiquement. Et en fait, le travail en lui-même doit rencontrer des échos. Et s'il ne rencontre pas d'écho dans un temps très court, ça amène la scénariste ou le scénariste à douter, ce qui est toujours très mauvais. C'est donc là où l'accompagnement, soit l'accompagnement dans le cadre d'aide ou de structures comme celle donc mise en place par le CNC, ou un dialogue assez régulier avec l'agent ou avec le producteur sera intéressant et sera véritablement porteur de dynamique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la dynamique continue, reste. Le conseil que je donne en général à des scénaristes, c'est de ne pas se focaliser sur un seul projet. Ça peut être mortifère d'une certaine manière. J'emploie le mot mortifère un peu dur, mais je pense qu'il faut alterner les collaborations. C'est, à mon sens, la seule façon, effectivement, de faire dynamiquement ce métier et de gagner sa vie. C'est-à-dire alterner des projets personnels et alterner des projets, je dirais, de commande. Alterner cinéma et série. Je pense qu'il n'y a pas de... Si je disais précédemment qu'il n'y a pas d'itinéraire, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de chemin, il y a au moins une chose que je sais, c'est qu'on ne peut pas passer son temps sur un seul projet. C'est juste trop difficile et c'est véritablement un facteur de doute.
est-ce que vous avez envie de nous parler de ce qui est en tout cas là rétrospectivement, parce que c'est intéressant aussi que vous ayez quelques années de carrière, pour nous dire rétrospectivement qu'est-ce qui a été un peu l'enfer, voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous en fait à traverser? Ou est-ce que ça s'est fait parfaitement bien et que vous étiez une sorte d'alignement de planète? Ouais, non. En fait, je rebondis sur ce que dit Catherine sur avoir mené plusieurs projets de front. Ça, je trouve que c'est en effet très... moi, c'est comme ça que j'ai travaillé, en ayant toujours beaucoup de projets et aussi en étant parfois à deux à l'écriture, ça permet d'en prendre encore plus. Donc, puisqu'il y a une sorte d'efficacité aussi d'écriture à deux qu'on n'a pas forcément tout seul. Et donc, ça, c'est très important. Et en plus, on peut en prendre beaucoup, des projets, enfin beaucoup. Ouais, un certain nombre, parce qu'ils ne sont pas à des stades d'avancement identiques. Donc en fait, on peut être déjà sur une version dialoguée sur un projet, en prendre un autre où on débute, en prendre un en consultation, enfin voilà, et en fait, plus aussi on a de projets, plus on est aguerri. Ça permet aussi d'être un peu plus... précis, ça c'est pour les jeunes, enfin pour les entrants, pardon, ils sont pas forcément jeunes. C'est un bon conseil. L'inconvénient de ça, c'est qu'aussi parfois certains cinéastes ont envie d'accaparer l'auteur, le scénariste, la scénariste. Et donc là-dessus, il y en a qui souffrent en fait. Nous, en tant que scénariste, on ait plusieurs projets, qu'on ne soit pas complètement dédié au film qu'il est en train d'écrire, auquel il est en train d'écrire. Et donc qu'au lieu de se voir tous les jours, 6 heures par jour, on se voit que 3 fois par semaine. Et ça, pour certains, c'est compliqué. Mais bon, voilà, je pense que c'est pour le mieux pour le film. Et après, alors je sais pas, parce que parfois dans l'écriture, c'est très vivant aussi l'écriture. Alors parfois ça se passe super bien, parfois on peut être en désaccord avec le réalisateur, on peut se disputer, et puis après on revient à l'écriture. Enfin, je sais pas, c'est pas forcément, le projet ne s'arrête pas forcément. On prend un peu de temps et puis on se reparle et puis on retravaille. Enfin, voilà, ça dépend aussi des personnalités avec lesquelles on travaille. L'enfer, je sais pas. Non, mais parfois il y a des choses qui sont où ça crispe, quoi. Enfin, parce que c'est aussi on est investi, puis on co-crée avec les réalisateurs. On n'est pas que dans l'accompagnement, la réception. On a aussi une volonté d'écrire ensemble. Donc, on a aussi notre vision. On est Enfin, moi, je sais que j'aime toujours qu'on travaille le propos, le motif, qu'on sache de quoi on parle, voilà, et que parfois, ça passe par des confrontations, mais c'est pour le mieux pour l'écriture toujours, dans tous les cas. Oui, moi, les difficultés que j'ai pu avoir au début, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est des tentatives de coécriture qui n'ont pas fonctionné pour moi, enfin, en tout cas, que j'ai décidé de mettre un terme à ces collaborations. C'était lié, comme je le disais, un petit peu à trouver ma place dans la coécriture, c'est-à-dire être à la fois totalement engagée dans le projet, mais pas non plus prendre une place qui n'est pas la mienne, c'est-à-dire la place du réalisateur ou de la réalisatrice. C'est une place qui n'est pas forcément très simple à trouver quand on n'a jamais fait ça auparavant. Et après, oui, il y a des difficultés humaines parfois. Je pense que aussi en vivant des collaborations qui n'ont pas fonctionné pour moi, j'ai appris qu'il y avait 2 conditions qui étaient absolument essentielles pour qu'une coécriture fonctionne. C'est à la fois la rencontre humaine et la rencontre avec un sujet.
et enfin un sujet, un univers, la cohérence entre les deux. Et aujourd'hui, c'est vrai que si ces deux conditions-là sont pas réunies, je partirai pas en coécriture avec quelqu'un. C'est-à-dire si je sens pas que le dialogue avec la personne que j'ai en face de moi va se mettre en place, même si j'adore le sujet, même si le projet me semble absolument passionnant, je vais pas y aller. Et de la même manière, si je trouve la personne formidable, passionnante, mais que son projet ne m'intéresse pas ou résonne pas en moi, je vais pas y aller non plus. Donc ces difficultés que j'ai eues au début, finalement, elles me servent aujourd'hui, elles me permettent de faire des choix de manière un peu plus éclairée, quoi. Alors moi j'aimerais rebondir peut-être sur les difficultés financières. Je voulais un peu vous amener là, mais apparemment ça va. Je plaisante. Non mais disons qu'en fait non mais en tout cas au début, parce que tout à l'heure, en fait, non, voilà. Mais en fait, tout à l'heure, ce que disait Catherine, elle parlait cinéma et télévision. En fait, du coup, quand on est un entrant aujourd'hui, je pense que là, ce que vous étiez en train de dire plutôt, c'est que c'est plutôt le cinéma qui vous a ouvert les bras en premier aussi parce que c'était votre désir. Voilà, ça c'est voilà. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, je m'adresse à Catherine, mais je m'adresse aussi à vous, on peut vivre uniquement du métier de scénariste de cinéma, ou est-ce que on est aussi appelé à écrire pour la télévision? Et est-ce que c'est des écritures qui sont voilà, est-ce que quand on est scénariste, on peut faire les deux déjà? Et est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui de devoir faire les deux pour pouvoir gagner sa vie? Voilà. Quand on est scénariste, effectivement, on peut faire les deux. Est-ce que c'est une nécessité? Ben ça, c'est selon chacun, selon vous voyez, d'une part les envies de chacun, mais aussi le rythme de vie de chacun. Enfin, c'est très personnel. Maintenant, je pense que actuellement, mis à part le fait, mis à part si on écrit une grosse comédie, exemple pour Philippe Lachaud, je dis n'importe quoi, hein, je pense que vous n'avez pas besoin d'aller sur le terrain de la série, de l'audiovisuel, et que vous pouvez vivre de l'écriture du scénario. Si vous êtes, comme je le disais, sur un film d'auteur, en collaboration avec un réalisateur, une réalisatrice, c'est plus compliqué parce que le contrat que vous avez signé avec un producteur va s'étaler sur plusieurs mois, voire même, j'ai connu plusieurs années, et que, en attendant, il faut bien payer le loyer, il faut bien vivre. Donc, le fait que des plateformes et que l'audiovisuel, enfin la série, se soit implantée depuis quelques années, on va dire 10 ans, en France, a créé un espèce d'appel d'air avec une demande, je dirais, exponentielle sur les scénaristes, notamment sur les scénaristes qui sortent de la formation Fémis-Série ou du CEA, qui fait que les gens maintenant, enfin les scénaristes alternent cinéma et série, et que ça leur permet de mener à bien, je me répète un peu, à la fois des projets personnels avec un réalisateur ou une réalisatrice. J'ai des exemples précis de, par exemple, Thomas Finkielkraut qui sort de la Fémis-Série, mais qui a écrit un long métrage avec un autre auteur-réalisateur de la Fémis, Maxime Capran. Le long métrage a mis 5 ans pour se financer et il se tourne en début d'année 2023. Donc, entre-temps, il fallait bien, effectivement, qu'ils collaborent par choix ou par nécessité, parce qu'on n'a pas toujours le choix, hein, faut le savoir. C'est-à-dire que le choix, c'est quand même, le luxe. C'est pas le projet qui vous arrive ou qui m'arrive tout cuit comme ça. Un producteur, une productrice m'appelle en me disant « Catherine, écoute, on vient de signer avec HBO, on a un projet formidable. » Ça, c'est juste du mythe, ça n'existe pas. Généralement, on m'appelle pour des projets qui sont, enfin, des espoirs de projets qui ne sont pas signés, qui ne sont pas, on dira, conventionnés, sur lesquels tout le monde est en risque, et surtout les scénaristes. Est-ce que j'ai répondu? Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à ta question. Non, hein, mais je me demandais très concrètement, si on pouvait vivre uniquement comme scénariste de cinéma, mais vous y répondez Je suppose que les scénaristes que je représente en vivent, ou alors je fais très mal mon métier. Ils s'en sortent qu'avec le cinéma?
Non, pas, non, 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 non. Alors, non. Ils en vivent en alternant projet de commande, série et cinéma. Représentant pratiquement que des scénaristes, je dirais, des auteurs, des scénaristes cinéma d'auteurs, je pense que si je faisais... Je n'ai jamais fait le bilan d'ailleurs, ce serait intéressant que je le fasse après 30 ans, ce serait peut-être un peu utile. Je n'ai jamais fait le bilan, mais je ne pense pas qu'ils s'en sortiraient uniquement avec le cinéma. Ceux qui s'en sont sortis, c'est parce qu'il y a eu un énorme succès à un moment. Amélie Poulain, par exemple. Je cite... voilà, alors Amélie Poulain, effectivement, ça vous rapporte de l'argent pendant 20 ans. Totalement exceptionnel. Totalement exceptionnel. Puis, comme on avait gardé les droits, un certain nombre de droits, parce que personne n'y croyait, donc on a eu une comédie musicale qui s'est montée à New York. Enfin, donc ça, c'est juste l'exception. C'est-à-dire que le succès, c'est l'exception, et la règle, c'est l'échec. Mais bon courage, bien sûr. Non, mais non, faut être réaliste. Hein. Enfin, la réalité est rarement bienveillante, faut le savoir. Mais il y a des exceptions. Il y a effectivement des gros succès qui ont permis à des scénaristes de vivre très confortablement. Mais ce sont des exceptions. J'élargirais peut-être en me tournant vers Garance. C'est cette question du risque qui m'y fait penser. Ce qu'on entend là, c'est quand même que d'une certaine façon, d'abord que le choix est un luxe. C'est tout de même quelque chose pour un métier a priori qu'on choisit par vocation ou par passion. C'est un peu embêtant. Et l'autre point, c'est que si la série, d'une certaine façon, permettrait de financer le cinéma, ou en tout cas de financer des projets de cœur, ce qui reste encore à vérifier, bien sûr. J'ai aussi le sentiment que c'est peut-être symptomatique, à moins que je me trompe, de quelque chose de plus large que traverse aujourd'hui le cinéma, et notamment la production, qu'il est peut-être aussi de plus en plus difficile de financer ou de monter des projets de cinéma, et d'autant plus de cinéma dit d'auteur, ou indépendant. Et je me tourne vers toi, Garance, puisque ayant un pied de chaque côté, d'une certaine façon, chez The Film, qu'en est-il ? Oui, c'est vrai que je pense que ça va être un scoop pour personne, mais en ce moment, le cinéma, notamment le cinéma français, est dans une situation un peu particulière, assez difficile. Bon, ça fait plusieurs années, mais ça a été encore accentué, bien sûr, par le Covid, par la fermeture des salles, par maintenant les embouteillages de films qui sont sur les étagères des distributeurs. Malheureusement, les films qui font chaque semaine... alors là, ça change, et heureusement, et on en est très content, mais il y a quand même énormément de films qui sortent et assez peu qui font des entrées significatives. Donc, tout le monde a peur. Donc, forcément, sur la suite des films à financer, quand nous, on arrive en tant que producteur avec des nouveaux projets, voilà, il y a moins d'argent, les gens sont frileux, et ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire des films avec moins d'argent. Donc, évidemment, nous, en tant que producteurs, ça se répercute sur les coûts des films de manière globale. Ça veut dire qu'on paye moins les gens, enfin en tout cas, on ne paye pas les gens, mais on paye moins les gens pour essayer de diminuer le budget, et on se paye nous aussi évidemment moins. Nous, malheureusement, entre guillemets, en cinéma, on continue de faire du cinéma parce qu'on pense que c'est hyper important pour la diversité de la culture française, du cinéma d'auteur en particulier, puisque nous, c'est un cinéma qu'on accompagne, et c'est ce qu'on aime faire en tant que producteur et accompagnateur. Mais là, c'est des films sur lesquels, souvent, on ne se paye pas en tant que producteur. Donc, il y a des efforts qui sont demandés à tout le monde, à tous les niveaux, pour l'instant, ne serait-ce qu'arriver à faire des films. La série est un peu différente à cet endroit-là, parce que l'écosystème dans lequel est la série, et en tout cas au niveau du risque, est différent. C'est-à-dire que, en tant que producteur, la partie risque, donc c'est la partie développement, c'est-à-dire que quand on décide de partir sur un projet, on va prendre une option auprès d'un auteur, donc ça en série ou en cinéma, on va décider d'acheter les droits d'un scénario et d'avancer avec le scénariste jusqu'à une version dialoguée qui sera suffisante pour partir en financement. Ça coûte évidemment beaucoup plus cher d'aller jusqu'à une version dialoguée qui, bien sûr, n'est pas une première version, mais souvent une V3 ou une V4 avant de pouvoir aller en financement,
que de ne financer ce qu'on appelle une bible en série, qui est donc en termes de montant à investir nettement moindre. Et ensuite, en série, si tant est qu'on trouve un diffuseur, donc une chaîne qui est prête à partir avec nous, le risque est partagé avec la chaîne. Donc en termes d'argent que le producteur doit avancer seul, il est moindre. Et derrière, une fois qu'un diffuseur est là, l'argent qui est donné par la chaîne peut bien sûr être réparti et donné aux auteurs. Donc il y a une espèce d'équilibre économique un peu plus sain en série, en tout cas un peu plus sûr, tant est qu'on obtienne un diffuseur. Mais une compétition énorme, et donc évidemment pas non plus l'Eldorado, même si pour nous, en tant que producteurs, je rebondis juste sur une autre question, il y a aujourd'hui une vraie difficulté à trouver des auteurs qui soient disponibles et qui puissent correspondre aux besoins qu'on a. Donc il y a un vrai appel d'air, je pense, qui a été très lié par l'arrivée, bien sûr, des plateformes, le développement de la série de manière globale, et ça se retrouve aussi maintenant en cinéma, puisque je trouve heureusement les talents passent de l'un à l'autre, et moi je pense que c'est utile pour tout le monde, c'est utile pour les histoires, c'est utile pour la narration. Après, il s'agit de trouver le bon format pour chaque histoire. Je ne pense pas que toutes les histoires puissent être racontées dans les deux formats. Enfin, d'ailleurs, bien au contraire, je pense que pour chaque histoire, il faut trouver son format. Mais il y a un vrai besoin de scénaristes, enfin, en tout cas, en ce moment, il y a une place pour l'originalité et pour les histoires fortes. Et ça part de scénaristes. C'est vrai qu'il faut qu'ils puissent être dans des bonnes conditions pour créer. Voilà, c'est là qu'on se retrouve toujours un peu coincé. Et peut-être, Fanny et Maya, est-ce que vous avez, depuis, comme vous exercez ce métier depuis quelques années, senti éventuellement un changement d'une certaine façon, à la fois dans le milieu dans lequel on évolue tous, professionnels, mais aussi dans peut-être votre pratique aussi du scénario de cinéma? Est-ce que vous avez ressenti cette espèce de mise en tension du milieu et du cinéma en général, ou pas du tout? Et comment vous articulez votre travail en tant que scénariste pour le cinéma et scénariste pour des projets de série? Alors, le changement, oui, il a été très sensible en fait. C'est-à-dire que oui, depuis 2 ans, il est très sensible parce que énormément de producteurs de cinéma veulent aujourd'hui produire de la série, énormément de cinéastes veulent faire de la série. Alors on peut considérer que c'est par opportunisme, parce que c'est là où il y a de l'argent et qu'on peut tourner vite. On peut aussi considérer que c'est parce que les cinéastes ont envie de s'essayer à de nouveaux formats, pour le meilleur ou pour le pire. Enfin voilà, on verra ce que ça donnera dans quelques années. Mais en tout cas, oui, moi j'ai clairement senti depuis 2-3 ans qu'il y avait beaucoup de demandes de ce côté-là. Probablement plus qu'en cinéma, ou alors au moins autant, mais ouais, ça c'est rentré en fait dans mon champ d'activité, alors que c'était pas du tout prévu au départ. Je m'orientais vraiment vers le cinéma, vers l'écriture cinématographique, et c'est devenu une partie assez importante de mon activité. Ouais. En fait, qu'est-ce que je peux dire? Oui, c'est tendu financièrement, pour répondre à Laurie. En fait, au début, en tous les cas, c'est compliqué de vivre de son écriture, hein, donc il faut un peu s'accrocher. Il faut tenir, je pense que c'est un peu la clé, avec peu. Et puis développer aussi d'autres. Enfin, moi, c'était l'enseignement, mais je gagnais pas beaucoup non plus, hein, parce que charger de cours, c'est rien, c'est payé rien du tout. C'était presque du bénévolat à un moment donné, mais voilà. Enfin, et puis petit à petit, il faut produire aussi des textes pour pouvoir rencontrer, voilà. Et c'est comme ça que les choses adviennent. Et en effet, aujourd'hui, il y a une tension alors, je ne sais pas pour Maya, mais en fait, quand on est au scénario, en fait, comme le film est en développement, donc l'argent, il n'est pas encore là. Donc, en fait, on écrit longtemps sans être payé, mais même avec des projets qu'on sait qui seront financés. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est que c'est pas quand on
on rencontre quelqu'un, un réalisateur, une réalisatrice, et qu'on commence à travailler, on se met à la table, on n'est pas payé à ce moment-là. On est payé bien plus tard. Donc en fait, et pour ça, il faut prendre plusieurs projets pour pouvoir jongler aussi et faire sa propre économie, quoi. Et pouvoir vivre. Et après, quand on est plus installé, c'est plus confortable en effet, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué. Mais même quand c'est plus confortable, parfois c'est vrai que c'est long. Et les agents sont là aussi pour accélérer la signature des contrats, mais aussi les avances. Enfin, voilà. Donc ça, c'est aussi une partie à prendre en compte quand on écrit. Je ne sais pas si ça répond à l'idée de tension, mais aujourd'hui, en tous les cas, ça devient un peu la norme, mais aussi parce que les producteurs sont dans des difficultés. Enfin, c'est toute une chaîne après. Voilà, et ça se répercute aussi à cet endroit-là de l'écriture parce qu'on est les premiers dans l'élaboration du film en devenir. Donc voilà, ça c'est un premier point. Donc il faut savoir qu'il faut tenir et qu'il faut pas trop s'énerver, mais rester souple parce que de toute façon, ça sert à rien de se crisper sur ces questions-là. L'argent vient à un moment donné, mais c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Et ensuite sur le cinéma et la série. En fait, moi, je trouve que la différence, pour ma propre expérience, donc je ne sais pas si elle est partagée après tout le temps, mais c'est qu'en cinéma, on est quand même assez protégé dans l'idée qu'on a très peu d'interlocuteurs puisqu'on est en couple ou en trio avec le réalisateur. Ensuite, il y a le producteur ou la productrice, réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice. Et ça, c'est comme un cocon. Et les textes évoluent et on est quand même dans cette configuration assez protégée. Puis après, les scénarios partent pour avoir les financements. Pour le cinéma d'auteur, c'est CNC, les régions, voilà. Et petit à petit, on a des retours. Et puis, on n'a pas le CNC de la première fois, l'avance sur recette. Donc, on réécrit. Et puis, la deuxième fois. Et puis après, on réécrit encore. Enfin. Et c'est assez long, enfin, ça s'étire comme ça, mais les interlocuteurs sont toujours les mêmes, c'est-à-dire réal, prod. En série, moi, en tous les cas, là, de ce que je connais, c'est que les interlocuteurs sont démultipliés et dans une urgence de production de texte qui n'est pas du tout la temporalité du long métrage, où le long métrage, ça se fait sur plusieurs mois, plusieurs années. C'est pour ça qu'on peut prendre plusieurs projets et où on a, en tous les cas, on a aussi encore un peu de temps pour élaborer, pour aller au musée, au ciné, lire, enfin... La série, mais Maya, toi, tu pourras aussi en parler en thérapie, quoi. Il y a une telle urgence à produire et un tel nombre démultiplié d'interlocuteurs que c'est très différent comme rapport au scénario. De travail, même à la table, c'est presque des horaires de bureau. Et ça, c'est très bizarre. Parce que c'est... quand on fait ce métier, c'est que justement on a fui un peu le bureau. Donc, mais à la fois, on sait que c'est pour un temps plus court. Donc voilà, mais c'est assez différent, quoi, comme écriture, quoi. J'ai pas grand-chose à rajouter à ce que tu as dit. Effectivement, c'est très différent. Parmi les avantages, il y a effectivement le fait que ça va très vite. C'est-à-dire quand on s'engage sur une écriture de série, on ne se dit pas je vais peut-être y passer les 4 prochaines années ou les 5 prochaines années. On sait que ça va être sur 6 mois, 1 an, parfois moins. Enfin, ça dépend aussi si on est sur du dialogué ou si on est sur des arches. Mais sinon, oui, je rejoins tout ce que tu as dit. C'est pas la même écriture, quoi. Enfin, je crois qu'il y a une table ronde sur le sujet, justement. On me fait signe qu'il est temps de donner la parole à la salle. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qui auraient des questions pour nos invités ? On a un petit temps pour que vous puissiez répondre. Oui, parce que comme on retransmet en live, comme ça, tout le monde pourra vous entendre, même sur Internet. Alors, il faut me relever la main. J'ai vu qu'une main venait par là-bas. On va vous faire passer le micro.
Bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir, on se sent moins seul. Je suis à l'étape chargée de cours, moi, du coup. Ma question, en fait, c'est une observation, peut-être. J'ai l'impression que pour réussir, il faut aussi parfois faire un pas de côté. En fait, arrêter de forcer et se dire, tiens, bah, je vais faire une thèse, tiens, je vais peut-être aller un peu autre part, tiens, je vais faire de la littérature, je vais faire de la musique. Des fois, on a l'impression, voilà, je vais faire des enfants. Oui, aussi. Est-ce que c'est pas comme ça aussi qu'on peut y arriver? Est-ce que je peux répondre? Ouais. Alors, faire de la littérature, je vous déconseille. Enfin, c'est formidable, mais je vous déconseille parce qu'un contrat d'auteur avec un éditeur, franchement, c'est moins que le SMIC, quoi. Donc, c'est extrêmement intéressant personnellement pour vous. C'est extrêmement épanouissant parce que quand vous écrivez un roman, vous n'avez pas d'interlocuteur, vous êtes tout seul et vous faites ce que vous voulez, ce qui n'est pas le cas quand vous écrivez un scénario pour un producteur, pour un réalisateur ou pour un diffuseur, pour une série. Enfin, je schématise, hein, mais autant je suis assez d'accord avec vous sur le pas de côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin, c'est pas linéaire. Donc, tout pas de côté est intéressant, mais pas la littérature. Même si je suis une grande lectrice de romans et de littérature et d'essais, tout ce que vraiment. Mais franchement, si le thème de cette rencontre, c'est comment rentrer, comment dans le métier, comment en vivre, ça, je vous déconseille. Bonjour. Oui. Merci beaucoup pour vos interventions respectives et l'authenticité, la sincérité en tout cas de vos retours, notamment sur le luxe ou pas de pouvoir choisir. Par rapport à ce qui a été dit, il y a un moment où je me suis un peu questionnée sur la demande grandissante d'auteurs, en fait, qui est de la place, qui est des projets. Et pour le moment, en tant que... Comment on dit? Alors, scénariste débutant, entrant. Il y a aussi cette contradiction qu'on a l'impression d'avoir par rapport au nombre, à la quantité importante de projets qui sortent, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes. Et j'ai pu entendre assez récemment des scénaristes et réalisateurs confirmés s'inquiéter du fait qu'il y avait trop de films en ce moment et que donc en gros sur un marché finalement où on est sur du cinéma d'auteur, il est difficile de tirer un peu son épingle du jeu parce que la quantité est monstre. Or, honnêtement, pour le moment, je ne sais même pas si on est de trop nombreux scénaristes puisque la formation elle n'est pas forcément cadrée et même tant mieux. Pour une fois, on a en France un parcours qui n'est pas trop diplômant et trop cadré. Mais justement, je voulais revenir sur ce point-là. Donc, concrètement, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par le fait qu'il y ait finalement de la place pour de la diversité et de plus en plus de projets, on va dire, originaux? Oui, alors je pense que c'est peut-être plus lié à la série particulièrement, c'est-à-dire qu'en série et en télé, il y a eu un appel d'air. Enfin, moi, je parle de mon point de vue de productrice. Je vois que sur les projets qu'on fait et sur lesquels parfois on est en recherche d'auteur, soit parce que c'est une idée qui vient du producteur ou d'un réalisateur ou d'une réalisatrice qui n'est pas forcément à même d'écrire seul, et en particulier en série, parce que c'est une écriture particulière. Il y a une dramaturgie à connaître, une façon de trouver un moteur sériel pour vraiment créer une série en tant que telle. Ce n'est pas évident de trouver des auteurs disponibles, qui correspondent aux besoins dont on a pour un projet. Et du coup, là, il y a un vrai besoin que je pense qu'on n'avait pas ressenti depuis un certain temps. Après, c'est pas pour autant que les places restent chères, c'est-à-dire que ça va rester des besoins qu'on a en développement, mais après, encore faut-il que les projets se fassent. Et c'est vrai que là, même s'il y a eu un moment où on a eu de plus en plus de diffuseurs, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il va y avoir une concentration. Donc ça va réduire une forme de fenêtre possible et donc d'ouverture possible. Donc mais j'ai quand même la sensation, moi, en tant que productrice, que le scénario n'a jamais autant été mis en avant et ni autant été un besoin dans l'audiovisuel au sens large. Pour rebondir sur Garance, je dirais qu'en fait, les demandes des producteurs se font toujours sur les mêmes scénaristes.
moi, on me demande toujours les mêmes. Je dirais que c'est... mon rôle en tant qu'agence, c'est de dire, écoutez, non, une telle n'est pas disponible, elle a déjà 3 projets, elle ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Enfin, donc, est-ce que vous... Mais je vous conseille une telle ou un tel. Je ne suis pas persuadée que... alors, effectivement, il y a eu cet appel d'air. Il y a cet appel d'air conséquent à l'arrivée des plateformes, avec quand même quelques bémols, parce que les plateformes, vous prenez Netflix, Amazon, ben, elles font la même chose, quasi. Hein. C'est-à-dire, c'est du TF1 Prime, un peu mieux payé. Et encore, ça ne se retrouve pas sur les rémunérations des scénaristes parce que, en ce qui concerne les plateformes, les rémunérations des scénaristes ont tendance à baisser. Ça ne se retrouve pas sur les contrats que les scénaristes signent parce que les contrats sont absolument épouvantables, notamment quand il s'agit de buy-out, c'est-à-dire que vous cédez tout pour l'éternité, pour l'univers. Mon Dieu, les Martiens vont voir votre série, c'est formidable. Et contre... vous n'aurez ensuite aucune remontée de recettes, aucune rémunération après amortissement. En fait, votre création sera, ça sera de quelque chose qui va passer dans un tuyau, vous voyez. Donc, oui, j'ai, je dirais, applaudi à l'arrivée des plateformes, mais avec quelques bémols. Voilà. Moi, pardon. Il y a une question. Pardon. Je voulais juste répondre à la jeune fille de tout à l'heure sur le pas de côté. En fait, mais peut-être ça rejoint aussi de là ce qui vient d'être dit. Oui, c'est bien de faire un pas de côté. Alors peut-être écrire des livres, c'est pas pour en vivre, mais peut-être ça fait du bien aussi d'explorer d'autres écritures. L'enseignement, mais autre chose. Mais il faut tenir aussi, donc il ne faut pas lâcher. Les rencontres, c'est super important. Et il y a un autre point, c'est l'agent. Et c'est bien d'être avec un agent pour les entrants, en tous les cas. Et pour ça, il faut avoir écrit... il faut produire des textes, donc il faut aussi que l'agent, mais c'est ce que disait Catherine tout à l'heure, puisse lire quelque chose pour pouvoir vous représenter. Parce que l'agent est aussi cet interlocuteur privilégié avec qui on discute des textes et même après de tous les scénarios. Enfin, ils disent tout, quoi. Mais aussi pour susciter des rencontres et puis pour négocier les contrats. Mais vraiment, c'est important d'avoir ce partenaire qui est toujours là, toujours présent. Et donc, les pas de côté, c'est nécessaire, mais il faut garder quand même son cap. Donc, c'est un peu un jeu à mener. Voilà. On a une question juste ici. Et après, j'ai vu le doigt qui s'est levé. Et un deuxième doigt. Et après, on va peut-être devoir arrêter. Bonjour à toutes. Et merci de nous exposer tout ça. J'ai une question un peu pied dans le plat et qui fait suite à ce que vous venez de dire. Hein, c'est important d'avoir un agent. Alors, c'est une question qui s'adresse bien sûr plus à Catherine et peut-être aussi Garance. En toute franchise, répondez-moi vraiment en toute honnêteté. Lisez-vous tout ce que vous recevez? Je lis tout ce que les talents que je représente écrivent. Voilà, premièrement. J'accueille un nouvel entrant par an. Donc, vous pouvez imaginer, je reçois à peu près 300 demandes par an. Je ne lis pas 299 textes. Oui, pour rebondir sur ce que dit Catherine, en fait, enfin moi en tout cas, j'aimerais pouvoir lire tout ce qu'on reçoit. C'est compliqué du fait de la quantité des projets qu'on accompagne déjà et de forme de priorité qu'on est obligé d'organiser sur notre temps pour pouvoir faire tout ce qu'on doit faire. Cela dit, ça reste très important pour moi, comme je le disais avant, de rencontrer des nouveaux auteurs et de rencontrer des nouveaux talents. Voilà, et puis on n'est jamais à l'abri d'une bonne histoire. Enfin, c'est vraiment un métier, entre guillemets, de chercheur d'or, hein, de trouver le bon projet qui va nous correspondre par rapport à nous, ce qu'on produit. Donc, on essaye d'étudier, oui, tout ce qu'on reçoit. Après, donc, du coup, ça me permet de rebondir sur une vraie question qui se pose, je pense, pour les scénaristes de manière générale, mais particulièrement
notamment pour les entrants, c'est savoir se vendre, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire d'arriver à justement créer cette rencontre, cette première rencontre. Ça peut passer par les agents si on a la chance d'avoir un agent, mais pareil, il faut le décrocher. Si on n'a pas d'agent, ça peut passer par le fait d'envoyer donc des projets de manière spontanée à des producteurs. Encore faut-il être capable de cibler quels sont les producteurs qui peuvent être amenés à aimer, à avoir envie de produire le projet que moi je propose parce que voilà, tel est mon univers, et de savoir le présenter, même ne serait-ce que dans un mail, pour faire cette première étape, et ensuite le pitcher en rendez-vous parce que, comme on se le disait avant, et j'ai l'impression que c'est valable aussi bien pour vous en tant que scénariste que pour moi en tant que productrice, que pour Catherine en tant qu'agent, il y a une question de l'histoire, c'est-à-dire quelle histoire on raconte et d'avoir un coup de cœur là-dessus. Et après, il y a une question humaine, c'est-à-dire qu'il faut que le match prenne aussi humainement, puisque si on travaille ensemble, on va être amené à travailler sur un temps très long, et donc il faut que ça fonctionne sur le long terme. Oui, ma question est un peu la même que précédemment, mais en gros, oui, je voulais savoir si le dispositif, par exemple, du CNC, le FAIA, là, c'est pour vous on va dire un écrémage qui permet éventuellement de vous focaliser sur un auteur en particulier. Et l'autre question que je voulais vous poser par rapport à la production, je ne sais plus c'était quoi ma question. Enfin voilà, bon, déjà, est-ce que vous avez... Ah si, alors, bon, pour résumer la première, est-ce qu'il y a un système pour vous d'écrémage pour trouver les auteurs qui vous intéressent? Et la deuxième, c'est ouais, est-ce que vous savez s'il y a une sorte d'annuaire on va dire de producteurs pour nous en tant qu'auteurs qui nous permet de repérer des boîtes de production qui correspondent à nos projets? J'ai l'impression que la question s'adresse à moi. Du coup, le FAIA, alors je dirais pas que c'est un système d'écrémage, mais en tout cas, oui, pour moi, c'est très intéressant comme dispositif, et je m'en sers beaucoup pour repérer des projets et des auteurs. Ne serait-ce que parce que le dispositif est très bien fait, c'est-à-dire que pour les auteurs, enfin les projets qui obtiennent l'aide, il y a pour les producteurs, mais ou pour qui que ce soit qui le veut, la possibilité de voir donc quels sont les projets qui ont obtenu l'aide avec un petit pitch. Alors, il faut extrêmement bien travailler son pitch, parce que ça veut dire qu'en 2 lignes, il faut avoir fait envie, mais il y a des gens qui arrivent à le faire. Et on a ensuite le contact des auteurs. Donc c'est vrai que pour du coup rencontrer des gens en direct et avoir une idée d'un univers même très rapide, c'est une super porte d'entrée pour organiser des rendez-vous. Donc pour ça, oui, c'est vraiment utile. Et pour une question d'annuaire des producteurs, non, je ne pense pas que ça existe. Enfin, après, c'est des... Vous avez des syndicats de producteurs, donc si vous allez sur le site des syndicats, vous trouverez la liste des producteurs et qui renvoie très certainement à un lien sur leur site web. La plupart des producteurs ont un site web donc, qui est fait plus ou moins bien, mais qui vous donneront quand même une idée de, comment dire, la couleur du producteur. C'est-à-dire son line, ce qu'on appelle en mauvais français son line-up. Oui, je pense sinon c'est d'aller voir les films en fait ou les séries, et quand il y en a une française en tout cas qui vous plaît et qui semble correspondre à votre univers, c'est de regarder qui sont les producteurs derrière, et c'est une porte d'entrée pour aller les rencontrer sur cette base. Bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Je voulais vous demander, quand on est jeune scénariste, quand on débute et qu'on aimerait être accompagné par un co-auteur, vers quel organisme on doit se tourner? Voilà. Alors, tu disais le SCA. Je ne sais pas si le SCA a vocation vraiment à mettre en contact des réalisateurs avec des co-auteurs ou des auteurs entre eux. Ça se passe plutôt, je ne sais pas si vous avez fait une formation ou ça se passe plutôt quand même dans un cadre plus informel. Il n'y a pas vraiment de structure vers lesquelles on se dirige pour trouver un co-auteur. C'est tellement une question de rencontre. Et puis un co-auteur, ça peut être quelqu'un qui n'a aucune formation en scénario, qui n'a jamais écrit de scénario, mais juste quelqu'un avec qui un dialogue intellectuel et artistique se met en place. Et donc non, il n'y a pas vraiment d'organisme pour ça, il me semble. Alors, j'ai une question ici. Je vois les mains qui se lèvent. Vous inquiétez. Bonjour,
Merci beaucoup. Alors moi, je me posais une question concernant dans le cas d'une coécriture. En général, quand on arrive au terme en fait, d'un contrat, d'une version qu'on dit être définitive, en tout cas pour ce contrat-là, si par exemple les financements plus conséquents pour passer à la production ne sont pas acquis, par exemple en cas d'échec à l'avance sur recette ou quelque chose comme ça, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup, j'imagine dans le meilleur des cas, il reste de quoi négocier un petit peu une nouvelle échéance de contrat? Et si c'est pas le cas, est-ce que du coup, comment... Non mais c'est vrai, c'est une question importante parce que les réalisateurs peuvent se retrouver entre des producteurs qui savent qu'il n'y a pas forcément trop d'argent qui reste et des scénaristes qu'on n'a pas envie de faire travailler évidemment gratuitement. Donc qu'est-ce qui se passe, quoi? Eh ben, ça dépend des cas, ça dépend des projets. Parfois, ce qu'on peut essayer de... en fait, tout dépend de quel stade en est le projet. Parfois, ce qu'on peut essayer de faire, c'est que quand on fait un premier contrat, on négocie, je dis n'importe quoi, 4 versions dialoguées. Et on se rend compte qu'à la V3, le script est suffisamment avancé pour aller le déposer déjà une première fois à l'avance sur recette. Du coup, il nous reste une version derrière et donc il reste une échéance à payer qui est possible d'utiliser. Là, par exemple, c'est le cas sur un des films qu'on est en train de développer et financer. Il nous reste une version, mais le script est suffisamment avancé pour qu'on l'envoie sur le marché, qu'on ait des premiers retours à la fois de comédiens par rapport au casting, mais aussi de diffuseurs, distributeurs, etc., pour pouvoir potentiellement intégrer ces éléments-là dans la V4. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on a besoin des 4 versions de scénario pour aboutir suffisamment à un projet avant de le présenter. Si on n'arrive pas à obtenir d'aide sur cette base-là, on peut justement essayer tout ce qui est résidence, etc., qui parfois permettent d'avoir un petit financement ou si on obtient un prix, de pouvoir le donner à l'auteur en récompense d'une version. Ensuite, c'est une vraie question à se poser de producteurs, de savoir est-ce qu'on a l'argent pour refinancer une nouvelle version? Si on ne l'a pas, est-ce qu'on trouve un moyen avec l'auteur de se mettre une partie en risque qui ne sera payée que si le film se met en production? Il y a plein de dispositifs qui sont possibles à imaginer, fonction de l'économie dans laquelle on est. Il y a un autre, je rebondis un peu sur ce que dit Garance, c'est ce qui est très vrai, mais quand vous négociez un contrat de cession de droit pour votre scénario avec un producteur, il y a une partie de l'argent qui est affectée au développement et une partie de l'argent qui arrive à la mise en production au premier jour de tournage. Donc quand vous retrouvez, par exemple, et ça arrive régulièrement, le producteur a envoyé le scénario à l'avance sur recette, le scénario s'est fait bouler à l'avance sur recette, pour parler vulgairement. Et là, on se dit, bon, il faut retravailler. Il n'est pas question que les gens retravaillent gratuitement. Donc, ce que moi, je préconise, c'est de prendre sur la somme prévue à la mise en production, faire une avance. Voilà. Mais c'est, en fait... ça nécessite une excellente relation avec le producteur, ça nécessite une confiance dans le projet, enfin, voilà. Mais il n'y a pas il y a différents moyens de continuer effectivement à vous payer pour travailler. Je trouve que quelque chose qui n'est pas payé n'existe pas. Bonjour, alors moi c'est pas une question, c'est pour répondre à une question qui a été posée. C'est vrai que quand on commence à écrire, on peut être un petit peu isolé, on peut avoir plein de projets, vouloir coécrire et ne pas forcément savoir avec qui le faire. Donc j'ai quelques tips. Voilà. Alors tout d'abord, vous pouvez passer par les petites annonces, donc les petites annonces de la maison du film, de la scénaristerie ou alors de cinéaste.org. Là, vous pouvez chercher, voir s'il y a des gens qui proposent quelque chose ou alors vous proposer un projet. Vous vous présentez et tout ça. Il y a aussi les apéros de la scénaristerie. Il y en a un lundi prochain où il y a justement, c'est pas speed dating, mais les scénaristes s'habillent en blanc, les réalisatrices s'habillent en noir et on peut se rencontrer comme ça. Il y a aussi, vous pouvez créer un collectif ou alors rejoindre un collectif. Donc ça, il faut déjà connaître un petit peu les réseaux pour ça. Moi, j'en ai un en non-mixité pour les meufs, si ça intéresse quelqu'un. Il y a aussi, si vous êtes social, vous pouvez aller à des festivals et à des événements d'assaut de cinéma ou les événements du CNC. Voilà. Merci. Une intervenante surprise. Je suis désolé, il y avait une question là-bas tout à l'heure. Vous pouvez relever la main, je crois que c'était vous. Et on va voir après pour le temps. Je suis pas sûr qu'on pourra prendre toutes les questions, malheureusement.
Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une question. Quand on va contacter une maison de production, qu'on la démarche, qu'est-ce qu'il est préférable? Quel est le niveau de maturité du projet? Est-ce que c'est mieux de venir avec un concept? Est-ce que c'est mieux de venir avec un scénario dialogué? Alors, je suis désolée, je ne vais pas avoir de réponse toute faite. Je vais dire que ça dépend du projet, ça dépend des forces de votre projet. C'est-à-dire que moi, souvent, nous, on peut aller sur, on n'a pas de préconçu. On peut aller sur les projets à tout stade. Il y a certains projets qu'on a pris sur un pitch, mais certainement parce qu'on connaissait déjà les auteurs, qu'on avait déjà une relation, etc. Il y a certains projets qu'on prend parce qu'il y a par exemple, c'est les droits d'un bouquin qu'on va aller chercher. C'est un auteur qui a déjà une idée de comment l'adapter, mais il n'a rien écrit de plus qu'une note d'intention de quelques pages, et ça se présente en rendez-vous pour en discuter. Et il y a certains projets peut-être plus du coup qui peuvent répondre sans que ce soit une règle pour les nouveaux entrants, c'est-à-dire qu'un projet par exemple qu'on a pris qui nous est arrivé par mail de manière totalement spontanée, c'était une version dialoguée, mais c'était une version dialoguée qu'ensuite on a complètement repris, donc qui nous a obligés entre guillemets à repasser ensuite à un séquencier pour retravailler ensemble avec l'auteur, mais voilà, ce qui compte, c'est, je pense, de savoir bien présenter son projet, c'est-à-dire d'arriver dans un mail relativement concis à montrer quelle est la promesse du film et qui vous êtes, pour donner envie d'une rencontre, et ensuite d'expliquer en rendez-vous plus là où vous en êtes et de donner à lire le stade où vous en êtes. Une question ici. Voilà. Oui, bonjour, Isabelle Massot, Festival des scénaristes de Valence. J'interviens sur les questions qui ont été posées sur comment se faire remarquer, comment rencontrer des co-auteurs, comment être distingué par les... Alors le festival évidemment est fait pour ça, donc je vous invite à bien regarder les activités du festival, mais je pense aussi à mes collègues, et il y a beaucoup de choses qui se passent dans les résidences, je pense au Moulin d'Andé, à Gidou, il y a énormément de choses, et c'est vraiment le premier filtre à faire, c'est candidater pour ce genre de résidence, de sélection, et que c'est déjà une marque, en tout cas, je pense, utile pour votre carrière de scénariste, d'autant que au festival aussi, il y a 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle les auteurs en voie de professionnalisation, les auteurs confirmés et les jeunes auteurs. Donc on fait vraiment bien la distinction de 3 paliers dans la progression professionnelle, et je vous invite à regarder attentivement. Et il y a d'ailleurs, le CNC édite un petit document qui est très intéressant, qui sont toutes les aides apportées, le bureau des auteurs l'édite, toutes les aides apportées aux jeunes auteurs en France et de manière générale. Voilà, merci en tout cas, et bravo pour votre discussion très intéressante. Alors une question s'il vous plaît pour les invités pour terminer. Oui. Richard Sidi, la Maison du Film. Effectivement, merci d'avoir cité effectivement cette association qui met en relation des gens. On n'a pas du tout parlé du court-métrage. Or, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a de l'argent qui circule dans les courts-métrages. On peut avoir un minimum garanti en tant que scénariste quand on fait des courts-métrages et rencontrer à la fois des réalisateurs, réalisatrices, des producteurs et des productrices. Bon, je citerai l'exemple, il y a plein d'exemples, mais notamment de Clémence Madeleine Perdria, qui a beaucoup travaillé dans le court-métrage, qui a rencontré les films Grand 8 et qui a travaillé sur plein de films. Il faut vraiment s'orienter vers le court-métrage parce qu'il y a plein de belles rencontres qu'on peut avoir, et justement, j'aimerais entendre les participants de cette table ronde par rapport à ça, au niveau de l'émergence. Oui, pour le cours, c'est vrai, mais j'y pensais tout à l'heure, je ne sais plus pour quelle question, peut-être pour la production, parce que en fait, quand on écrit des courts-métrages, on a déjà un lien avec une maison de production qui après peut développer le long-métrage. Enfin, ça se passe aussi souvent comme ça. Et Film Grand 8, c'est d'abord du court-métrage et maintenant, ça y est, il passe au long avec plein de cinéastes super. Et donc, c'est aussi un moyen de confronter son écriture, d'être sur un format court, c'est aussi encore une autre façon d'écrire, et ça permet aussi, quand on est scénariste, de rencontrer des réalisateurs avec lesquels on va pouvoir travailler après sur du long. Donc c'est une école qu'il faut
enfin qu'il faut pas du tout mettre de côté. Mais c'est vrai que moi c'est un peu loin maintenant, mais c'est vrai qu'il faut y aller. En tous les cas, pour les réalisateurs, auteurs-réalisateurs, autrices-réalisatrices, c'est bien aussi d'envisager cette voie-là pour développer du long plus tard, puisque c'est aussi une carte de visite, les cours, en plus des scénarios. Mais pour les scénaristes seuls, c'est une façon de rencontrer les futurs réalisateurs et réalisatrices de demain. Et pour les ateliers aussi, je rebondis sur ce que disait Isabelle Massot pour le Festival des scénaristes. En fait, il y a aussi beaucoup d'aides pour les auteurs, donc les aides à l'écriture, à la réécriture. Il y a l'atelier Grand Nord, le Moulin d'Andé. Enfin, il y a beaucoup. En fait, il y a la possibilité d'envoyer ces scénarios à différents ateliers ou festivals. Et là, quand on est sélectionné, quand on a la chance d'être sélectionné, c'est un peu toujours la même chose, hein, mais c'est un moyen aussi de rencontrer d'autres auteurs et de partager non seulement des retours sur le scénario, mais aussi de partager quelque chose de plus humain. Et quand on cherche un co-auteur, c'est aussi dans ces endroits-là qu'on le trouve, puisque en fait, de parler des scénarios de chacun permet aussi de favoriser des rencontres humaines plus larges et au long cours. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte pour les jeunes entrants, quoi. Merci beaucoup. Merci.